Ouais, bienvenue au podcast Élan entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir Andrew Holton, excusez-moi, qui a une ferme de grillons, c'est ça? Exact. Good. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Ouais, ben dans le fond, mon nom c'est Andrew Holton. Je suis en 5e session en technique gestion de commerce à Garneau. Ça avance bien. Ouais, ça avance bien, là, on va y arriver. J'ai 4 ans à faire parce que je joue au foot en même temps. Fait que je suis officiellement un élan. Ouais, c'est ça. Ben là, en fait, c'est ça, je viens de décider d'arrêter le football. Fait que techniquement, je suis plus compté comme un joueur de football parce que là, justement, avec ce qu'on va parler aujourd'hui, l'entreprise devient quand même très lourd là, dans toute l'horaire puis la gestion. Fait que c'était ma troisième année. J'ai décidé de finir mon parcours. Fait que là, c'est ça, fait que l'année prochaine. Au début, tu vas faire 4 ans. Mais ouais. là, tu le fais en 3 ans finalement? Ou... Ben non, parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand tu rentres au football puis tu es en technique, ils t'obligent à rallonger ton parcours parce que c'est quasiment un 40 heures en saison là, durant la session d'automne. Fait que là, tu es obligé de le faire en 4 ans à cause de la technique. Puis là, ben, puisque j'arrête le foot, je suis obligé de faire 4 ans pareil parce que les cours se donnent en automne. Il y a des cours qui se donnent pas en longueur d'année, fait que je suis obligé de rallonger. C'est plate, là, mais... Ouais, c'est une ferme à grillons. Comment tu as lancé ça? C'est quoi? Ben, dans le fond, ça part de loin, là. L'histoire, en fait, c'est que en 2013, les Nations Unies ont comme un département de l'agriculture qui ont publié un rapport sur l'enjeu de la sécurité alimentaire, surtout en Occident, comme aux States puis ici. Puis ils ont proposé que les insectes comestibles pourraient être une solution possible. Parce que ce qu'ils voyaient, c'est qu'il allait manquer de place pour faire l'agriculture, il allait manquer de ressources, etc. Parce qu'on augmente jusqu'à 9 milliards, ils estiment, jusqu'en 2050. Puis rendu à ce chiffre-là, il y a trop de monde sur la planète pour les sources de protéines qu'on fait en ce moment. C'est ce qu'ils avaient estimé. Fait que là, ils ont proposé, ils ont comme lancé ça en disant c'est une solution possible, maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire avec? Fait que là, il y a plein de personnes qui se sont essayées. Puis ça a comme fait une grosse vague, si on peut dire, au Québec. Il y a plein de personnes qui en parlaient à la radio, etc. Puis disaient crime, les insectes comestibles. C'est de là que tu l'as vu? Ben moi, personnellement, j'ai pas tant remarqué le mouvement, mais mon père, lui, a remarqué. Puis il en a entendu parler, puis peu importe, à la job, etc. Puis nous autres, on avait une écurie à ce moment-là qui était inutilisée parce qu'on avait des chevaux avant. Puis là, les chevaux, on a dû les vendre. Fait que bref, on utilisait l'espace comme un rangement, là, un garage. Puis mon père a toujours été entrepreneur. Là. Il a quand même, il y a eu un café, il y a eu un casse-croûte, etc. Il a dû fermer les deux, mais bref, il cherchait la prochaine avenue. Puis là, à cause de la COVID, j'ai été vraiment chanceux, j'ai eu le droit à PCU. Fait que là, j'avais genre 4000$ ou 4500$, je me souviens plus, à investir. Puis là, je me suis dit, crime, je vais pas juste garder ça dans mon compte, faut que je fasse de quoi avec. C'est là que c'est parti. Ben, mon père a fait crime. Tu devrais regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'écurie. J'ai déjà entendu parler des insectes. Peut-être que ça pourrait être cool. Moi, je pense qu'il y a un futur là-dedans. Fait comme de fait, j'ai fait mes recherches avec mon frère à ce moment-là. Puis on a tombé parfait dans un moment où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vendait tout son stock de ferme à Montréal. De grillons? De grillons. Dans le fond, cette personne-là était... à ce moment-là, elle faisait l'élevage puis la transformation. Fait qu'elle faisait des produits à base de farine de grillon. Puis là, elle a dit j'arrête toute la production de grillons puis je fais juste la transformation. Fait que sur un groupe de Facebook, là, des producteurs d'insectes du Québec, là, elle a dit c'est ça, je fais l'annonce. Il y a du monde qui veut l'acheter, le stock. Je le vends puis je vous explique comment ça marche aussi. Fait qu'on a fait, mon Dieu, ça tombe du ciel. L'opportunité d'or. Fait qu'on est parti à Montréal, on a acheté, c'était quoi, 36 000 grillons à ce moment-là. Puis c'est de même que ça a starté. Puis après, tu t'es mis dans votre écurie. Ouais, on a réservé un petit local, on a fait bien du ménage, on a essayé d'aménager ça. Là. C'était vraiment boboche au début, là. J'ai des photos, c'est bien drôle. C'est quand t'as commencé? Genre, c'est quand t'as acheté les grillons, en fait? C'était avril 2021. Fait que je pense que j'étais en secondaire 4, je devais avoir 16-17. Puis le processus de recherche avant ça que tu m'as parlé, c'était-tu longtemps avant ou ben mettons ça a été tout vite d'un coup? On a dû commencer à chercher probablement vers peut-être mars
quand je t'ai dit avril. Fait qu'on a peut-être même un mois et demi avant qu'on a commencé à faire des recherches. Ok. Fait que là, j'ai sorti des publications de l'Université Laval. J'ai sorti des documents scientifiques sur... scientifiques. Des recherches qui ont été faites sur l'élevage, les enjeux, etc., etc. Fait que j'ai fait ma lecture. J'étais allé voir un peu les informations que je pourrais sortir. Puis j'ai trouvé aussi des éleveurs qui étaient au Québec. Fait que j'ai essayé de les rejoindre. Voir s'il y avait des coups de pouce à me donner, là, des advice, là, qu'on peut dire. Puis c'était spécial parce que le domaine des insectes comestibles est tellement nouveau que tout le monde a comme plein de petits secrets puis ils veulent les garder. Fait qu'au début, quand j'ai essayé d'avoir des renseignements, tout le monde me disait, pas écoute, facile. je peux... Non, c'est ça, c'était pas facile. Il dit, je peux te donner, mettons, les renseignements de base, mais je peux pas aller plus loin que ça. Rendu là, va falloir que tu découvres par toi-même. Ok. Fait que c'était comme vraiment un jeu de tout. Ça joue un peu... Au début, ça jouait un peu du coude, genre. Que tout le monde voulait comme un peu garder les informations pour eux-mêmes. Ok. Puis de plus en plus, je trouve que ça s'ouvre, le monde sont plus ouverts, ils vont plus s'aider parce qu'on réalise que, mon Dieu, c'est pas facile de faire l'élevage, mais c'est pas aussi facile de percer dans le marché. Fait qu'on est mieux de tous s'entraider. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, on a fait des tables filières, on a fait des affaires de même, des regroupements. Fait que le monde a commencé à plus être ouvert, puis à se donner des conseils, puis etc., etc. Ok, super. Puis, mettons, des conseils sur la production. Là. Comment la production elle marche? Ben, c'est ça, dans le fond. À petite échelle, ça a l'air vraiment simple, mais quand tu essaies de faire quelque chose de rentable, là, c'est là que ça se complique. Okay. Fait qu'au début, mettons, tu checkes des vidéos, des tutoriels YouTube, là, des Français qui disent comment faire des grillons pour leur gecko, des enfants de même. Là. Ça a l'air pas mal facile. Mettons, tu as un vivarium, tu gardes ça chaud, genre, mettons, 30 degrés. Ils vont être contents. Après ça, tu leur donnes n'importe quelle bouffe. Fait que ça peut être des légumes, ça peut être... dans mon cas, au début, c'était de la moulée de poule. Fait que t'achètes ça au BMR, t'achètes ça n'importe où. Puis là, tu leur donnes de l'eau. Fait que de l'eau, ben, pour pas qu'ils se noient, t'essaies de faire en sorte qu'il y a soit quelque chose dans le fond, fait que mettons des roches d'enfants de même pour qu'ils puissent grimper dessus. Okay. Puis c'est ça. Puis là, après, quand ils deviennent adultes, ben, tu leur donnes de la terre humide. Fait que dans le fond, les femelles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un ovipositeur. Okay. C'est genre un petit dard en arrière. C'est un terme, ça? Ouais. Okay. C'est comme un petit dard au bout, là. C'est genre un demi-pouce, mettons. Là. C'est piquant, puis eux autres, ils vont se reculer derrière, puis ils vont entrer ça dans la terre, puis les œufs vont sortir au bout de cette affaire-là. Okay. Chaque femelle va pondre quasiment jusqu'à 10 œufs par jour. Fait que ça peut être quand même exponentiel, là, à quel point la population augmente. Fait que là, ben, à partir de ce petit modèle-là, ben, t'élargis. Puis là, ben, tu fais des gros vivariums, beaucoup de bouffe, beaucoup d'eau, beaucoup de grillons. Fait que là, ça devient plus industriel. Si pourquoi c'est plus tough qu'à petite échelle, à grosse échelle? Parce que le plus difficile du procédé, c'est de réussir à automatiser puis de rendre ça le plus rapide possible, dans le fond. C'est parce que à petite échelle, c'est pas rentable. Parce que c'est trop de main-d'œuvre. Fait que là, tout le temps, changer l'eau, donner les feuilles de laitue, donner ces affaires-là, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu trouves des façons que mettons que ta bouffe elle puisse se distribuer automatiquement, que ton eau puisse se distribuer automatiquement aussi, pour faire en sorte que tu n'es pas tout le temps là à donner la bouffe, donner l'eau, puis tout faire ces changements-là manuels. Parce que justement, ben, la main-d'œuvre coûte trop cher, fait que là, ton produit coûte trop cher, puis le monde ne veut pas en acheter. Ok. Puis ça, comment tu fais pour. Ben, je suis dans le processus, moi aussi, en ce moment. Okay. Là. Fait que le processus de découverte, je suis encore dedans. Là. Mais, tu sais, c'est, mettons, des techniques comme, ben là, la bouffe fraîche, tu peux pas donner ça. Parce que, à la température qu'on a dans la pièce, ça pourrit rapidement. Fait que là, ben, ça, tu l'apprends au début, t'es comme, bon, ben, après 3-4 jours, ta laitue, elle marche pas. Fait que là, tu trouves des nouvelles méthodes, tu trouves de la nourriture sèche. Fait que là, la nourriture sèche, c'est, mettons, de la nourriture de poule. Il y en a qui ont déjà essayé de la nourriture de chien, de chat, etc. Puis là, finalement, on a découvert que la nourriture de poule, c'était pas mal le best. Okay. Fait que dans ces coins-là, la volaille, etc. Fait que là, quand la nourriture est sèche, elle peut durer plus longtemps. Fait que là, déjà là, t'as trouvé une nouvelle méthode que ça va mieux. Puis là, la distribution d'eau, ben là, c'est encore un processus de développement que c'est soit que tu changes manuellement, fait que, mettons, tu donnes dans des bocals, des affaires de même, avec des éponges ou un style de même pour qu'ils puissent pas se noyer, ou que tu essaies de faire un système que l'eau coule sans arrêt. Fait que c'est comme, mettons, on peut imaginer une rivière le long du vivarium, mais qu'il y a peu d'eau qui passe, fait qu'ils vont pas se faire emporter par le courant, là, c'est juste un petit coulis, mettons.
Ouais. Fait que là, ce modèle-là, ben, ça a été pensé par des grosses fermes comme, mettons, Entomo Farms. Là. Des fois, tu regardes les vidéos, puis tu peux voir qu'ils ont commencé à faire ce système-là. Mais encore là, il y a des millions de façons de le faire parce que tu regardes d'autres fermes, puis eux autres, ils ont des robots qui se passent entre les rangées, puis les rangées sont 40 mètres de haut, genre avec plein de vivariums. Puis là, les robots, ils passent avec des bras, puis ils déposent l'eau, puis la bouffe. T'es comme, oh boy. Ok, je suis pas rendu là encore. C'est deux autres mondes, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça le gros défi, là. Tu sais, je suis pas encore rendu, mettons, au robot de une couple de millions de dollars. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal vers là, d'après moi, que ça va se passer. Il faut qu'on trouve une façon de tout automatiser. Puis tout le monde fait ses recherches de son côté parce qu'il y a personne qui veut donner leur secret. Fait que là, ben, ça fait en sorte qu'il faut que tu débourses beaucoup d'argent afin d'inventer des nouveaux procédés. Parce que, tu sais, mettons, tu penses à l'élevage traditionnel de bœuf, de poulet, etc. Ça fait des centaines, des milliers d'années que c'est là. Mm-hmm. Fait que le monde a pu raffiner les technologies, etc. Puis maintenant, il y a des entreprises que eux autres, leur job, c'est de développer des fermes. Puis t'as les autres entreprises que c'est juste de faire fonctionner la ferme. Tu sais, les fermes laitières, ça fait. Mais il n'y a pas d'entreprises en ce moment qui sont spécialisées pour la production de grillons, pour inventer les machineries, pour installer les systèmes de production, ces affaires-là. Fait qu'il faut qu'on le fasse nous-mêmes, il faut qu'on l'invente, qu'on l'imagine, puis tout. Puis qu'on fasse une base de données, puis qu'on essaie de récupérer toutes ces affaires-là pour que les grillons soient le plus confortables, qu'ils grandissent le plus vite, qu'ils en aient le plus possible dans le moins d'espace. Fait que là, c'est de la job, c'est de l'apprentissage. C'est vraiment beaucoup d'apprentissage. La courbe d'apprentissage est à pic. Parfait. Et j'ai vu, tes grillons sont comestibles à l'humain. Ouais. Est-ce qu'ils sont tous ou il faut que tu fasses un procédé différent que... Ben en fait, au Québec, en ce moment, il y a comme 2 sortes d'insectes qui sont considérés comme comestibles. Fait que c'est pour ça qu'on dit le mot comestible dans l'affaire. C'est que tu as les vers de farine, qu'on entend des fois, qui sont comestibles, autrement appelés le ténébrion. Puis tu as les grillons. Fait que là, les grillons, à l'état naturel, ne sont pas comestibles. Fait que selon les normes qu'on a, ben tu sais, mettons, si tu vas en Thaïlande, ben là, ils vont les prendre vivants. Après ça, je sais pas trop, ils vont les mettre dans la poêle, ils vont les faire frire, puis ils vont mettre des épices dessus, ils vont être donnés de même. Mais selon les normes qu'on a au Québec, on est obligé de faire en sorte que le produit soit... qu'on s'assure de l'innocuité alimentaire. Fait que là, c'est plein de procédés. Fait que là, faut que tu passes dans la transformation. Fait que là, c'est une autre affaire. T'as la production, puis nous autres, le produit final de la production, c'est les grillons à l'état congelé. Fait qu'ils sont frais, mais ils sont congelés. Puis, eux autres, ben, ce qu'ils vont faire à la transformation, c'est que là, tu vas prendre ce produit-là, c'est comme un peu de la viande, c'est comme un peu des fruits de mer, si on peut dire. C'est un peu le même traitement. OK. Fait que là, tu vas les décongeler, tu vas les rincer pour enlever tout ce qui peut se trouver sur le dessus. Après ça, on va les ébouillanter. Fait que là, ça va enlever toutes les bactéries. Ça va tuer les bactéries. Puis par la suite, il faut que tu procèdes à la déshydratation. Fait que là, tu as des gros déshydrateurs pour enlever l'humidité dans le grillon pour qu'il devienne sec. Fait que là, à partir de là, il peut se maintenir à cet état-là sans avoir trop de bactéries pendant longtemps. Tu peux le mettre dans les armoires, etc. Puis là, ici, il va se maintenir. Comme un peu de la farine, des noix, des affaires de même. OK. Parce que c'est sec. C'est sec, exactement. Fait que c'est quand, tu sais, mettons une pomme, tu peux pas la garder trop longtemps parce que justement, c'est humide, fait qu'elle se développe des bactéries. Fait que là, à partir de le grillon sec, ben là, c'est soit tu décides de le faire manger entier, ou soit que là, tu vas juste le moudre. C'est ça, moudre, ça se dit? Ouais, on va dire que oui. Le broyer, c'est ça. Pour faire de la farine. Ouais, c'est ça. Tu vas le broyer, tu vas faire de la farine, puis là, à partir de là, ben, là, tu vas le concentrer, si on peut dire. J'ai entendu dire aussi que c'était une bonne source de protéines. Ouais. Puis c'est quoi les différences entre les protéines de viande puis de grillon? Ben, dans le fond, l'affaire, c'est que la protéine de grillon puis la protéine animale, qu'on peut dire traditionnelle, c'est au niveau biologique, là, comment on peut dire ça? Nutritionnel, c'est la même protéine. Fait que c'est les mêmes 9 aminoacides, acides aminés. Puis la protéine est complète dans les deux. Fait que contrairement, mettons, au végétal, des fois, faut que quand, mettons, t'es végétarien, ben là, tes protéines, c'est plus compliqué d'avoir des protéines complètes. Faut que tu ailles chercher différentes sources pour compléter ta protéine, si on peut dire. OK. Avec la protéine animale puis insecte, c'est la même protéine en tant que telle. La différence, c'est que les grillons sont beaucoup plus concentrés en protéines. Fait que pour la même quantité, tu vas avoir, mettons, le bœuf, là, on parle d'une vingtaine de grammes de protéines. C'est le poulet, on monte jusqu'à quasiment 30 grammes de protéines.
Ça, c'est par... Par 100. Ok. Fait que c'est 30% quasiment. Ok. Fait que par chaque 100 grammes de poulet, tu vas avoir 30 grammes de protéines. Ok, super. Mais les grillons, à l'état de farine, quand ils sont broyés, c'est hyper concentré. Ça peut monter jusqu'à 70% de protéines. Ok, c'est une grosse différence. C'est une méga différence. Fait que c'est plus que 2 fois plus protéiné que le bœuf pour la même quantité. Mais les grillons, tu peux pas juste l'affaire, c'est que tu peux pas juste le manger de même. Genre, tu vas pas manger des farines, des cuillères de farine. Mhm. Parce que là, c'est un ingrédient dans le fond. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Ok. Puis, mettons, toi, est-ce que t'es aussi dans l'écologie un peu Ouais. environnementale, tout? Je voulais savoir, c'est quoi les avantages écologiques de la production du grillon? Ben, dans le fond, la raison pourquoi, au début, les Nations Unies, le département d'agriculture, a fait ce rapport-là, c'est qu'ils se sont dit pourquoi les grillons peuvent être utiles pour la population, pour l'enjeu de, justement, la sécurité alimentaire. C'est parce que tu peux les produire dans un beaucoup plus petit espace. Fait que ta production de protéines, mettons, par mètre carré est beaucoup plus concentrée. Fait que, mettons, tu penses à des vaches, ben, ils vont avoir besoin du pâturage, ils vont avoir besoin de l'espace, ils vont avoir besoin des champs pour aller manger l'herbe, etc. Fait que la production pour l'espace est beaucoup moins rentable, si on peut dire. Fait que ça, c'est un aspect, premièrement. Deuxièmement, puisqu'ils sont tellement concentrés en protéines, pour avoir la même quantité de protéines, tu as besoin de beaucoup moins de nourriture. Fait que ton bœuf, qui est, mettons, 2500 livres de bœuf, ben là, tu vas avoir un 25% de protéines là-dedans. Mais là, tandis que, mettons, ton 2500 kilos de grillons, ben là, tu vas avoir un 70% de protéines. Fait que ça fait en sorte que, mettons, pour la bouffe, si je me trompe pas, tu as 10 à 12 fois moins de nourriture que tu as besoin pour créer la même quantité de protéines. Okay. Fait que là, rendu là, tu sais, si on construit le concept, ben là, tu as besoin de moins d'eau aussi. Fait que toutes tes ressources qui sont nécessaires à la production sont réduites énormément. Fait que ça fait en sorte que tu as moins besoin de camions qui vont transporter les affaires, etc. Tu sais, ça se propage partout. Puis, non seulement ça, ben, ça fait en sorte, ce qui découle de tout ça, c'est que tu as moins de production de gaz à effet de serre. Puisque tu as besoin de moins de toutes ces ressources-là, ben, ça produit beaucoup moins de gaz à effet de serre qui cause le réchauffement climatique, etc. Puis là, ben, on peut entrer dans la question, est-ce que les bœufs, etc., ils disent que les excréments des bœufs ou je sais pas trop quoi, là, ils peuvent causer gaz à effet de serre. Fait que ça aussi, ben là, si t'as pas les bœufs, t'as moins de production. Fait que ça aussi, ça peut entrer dans l'équation, mais c'est surtout le fait qu'ils ont besoin de beaucoup moins de ressources, beaucoup moins d'espace. Okay. Puis est-ce que tu fais des... excuse-moi. Est-ce que tu fais des déchets dans la production? Comment tu gères? Ben c'est ça. Ce qui est hot aussi, c'est qu'il y a quand même peu de résidus à la fin. Parce que, mettons, les excréments, ben, dans ce côté-là, c'est un peu similaire au bœuf. Là. Généralement, le bœuf, il réutilise les excréments pour les champs, etc., etc. Dans notre cas, nous autres, les excréments sont secs. Fait que ce qu'on appelle, on l'appelle couramment du frasse. Puis ça, c'est un engrais naturel qui est super concentré. Puis qui est super bon pour les plantes contre les insectes, justement. C'est ça qui est spécial. Parce que puisque tu mets du frasse d'insectes, ben ça va aider la plante à se défendre contre les autres insectes. Puis ça va, si je me trompe pas, là, je veux pas me mêler dans mes affaires, mais ça va empêcher les autres insectes de venir sur la plante. Ils vont comme dire, ah, ça sent l'insecte, fait que je vais pas venir la déranger. C'est un peu... Puis tu vends ça aussi? Avec les grillons ou Ben ouais, c'est ça. Le but, c'est de le vendre en ce moment. En ce moment, je l'accumule parce que là, on a des permis à acheter, des affaires de même. Fait que là, je le vends à partir de quelqu'un d'autre, que lui a son permis, etc. Fait que c'est un long processus, ça aussi. Il faut que tu fasses accréditer tous tes produits pour être certain que c'est conforme aux normes, parce qu'on est au Canada, là, justement, c'est vraiment strict partout. Fait que là, ça, c'est un des résidus, si on peut dire, de l'élevage. L'autre, ben, c'est des eaux souillées, si on peut dire, qui passent, que les grillons se nourrissent. Mettons, si on part de l'eau courante, ben là, ils vont se nourrir, puis après ça, l'eau va continuer, l'eau qui reste. Fait que là, ben, cette eau-là, on va l'acheter directement. Ben, moi, je suis en campagne, là, fait que c'est dans le champ d'épuration, fait que ça passe dans le terre, ça se filtre, etc. Puis sinon, ben, à l'état de, mettons, des vivariums, etc., si on est capable d'utiliser des matériels réutilisables, fait que, en ce moment, ils vivent à l'état que, à la production que je suis, ils sont dans des cartons. Fait que c'est soit des cartons d'œufs, soit des cartons séparateurs. T'imagines, genre, mettons une caisse de bière, la séparation qu'il peut y avoir là-dedans.
ben ils peuvent vivre là-dedans aussi. Fait que là, ces cartons-là sont réutilisés jusqu'à la fin de leur vie. Fait que non seulement je prends des... en fait, ce que j'ai acheté, c'est que je reprends les cartons d'œufs de, des restaurants, des enfants de même, que autrement dit, eux autres, ils les jetteraient directement. Ben, au recyclage. Ça dure combien de temps, ça, environ? Ces cartons d'œufs-là, ça peut me durer... ça doit me durer une couple de mois, mettons, 4-5 mois de plus. Là. Fait que c'est ça, je leur donne une deuxième vie à ce produit-là, en plus. Fait que ça devient intéressant sur ce côté-là. Puis le rendu là, ben, après ça, je peux le jeter. Fait qu'on donne quand même une deuxième vie. Fait que ça fait quasiment une économie circulaire. Là. Fait que ça devient intéressant sur ce point-là aussi. Ok, parfait. Puis, tu sais, les grillons, c'est pas très connu encore, là, je crois, dans l'alimentation. Comment tu convaincs les consommateurs vraiment d'embarquer là-dedans. C'est ça, d'embarquer là-dedans. C'est un bon défi, pour vrai. Mais je le savais, là, en le commençant, ben, on le sait que quand tu parles de grillons, ben, c'était pire quand j'ai commencé. Maintenant, je trouve que le monde commence à plus en entendre parler, le monde sont plus ouverts. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont toujours dire les bébites, jamais je vais manger des bébites. Non, c'est souvent ça le mot, là, les bébites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'état de farine, je pense que c'est là qu'on va avoir l'ouverture du monde, c'est qu'à l'état de farine, c'est presque inodore, puis ça goûte presque rien. Fait que là, rendu, s'en rendre compte pas. Ben, c'est ça. Fait que rendu là, tu peux l'acheter dans n'importe quelle collation, n'importe quelle bouffe. Puis, en ajoutant les protéines, en ajoutant le côté écologique, ben là, le monde, coudonc, finalement, tu le goûtes, puis bon, tu sens pas les pattes dans ta bouche, t'as pas l'impression que le grillon va te monter dans la gorge, t'sais. Le monde devient un peu parano avec ces affaires-là. Quand tu vois le grillon entier, t'es comme, c'est pas vrai, je vais mettre ça dans ma bouche. Fait que du côté de la farine, le monde sont beaucoup plus ouverts. Puis, tu sais, mettons, justement, à Garneau, on avait fait des biscuits au chocolat, puis on avait mis 10% des ingrédients secs, on avait remplacé ça par de la farine de grillon. Puis là, tu fais goûter ça au monde, puis là, crème, les biscuits sont bons. J'ai goûté, puis c'est vraiment bon. Ben, c'est ça. Fait que là, le monde fait, ben voyons, il y a des protéines de grillon là-dedans. Tu sais, ils en reviennent pas. Fait que je pense que c'est avec ça qu'on va réussir à comme débloquer, si on peut dire, le marché québécois, ben aussi canadien. Puis au States, je pense que c'est vraiment la porte ouverte, avec là. Parfait. Ben, de toute façon, ça va continuer à grandir dans les prochaines années. Est-ce que tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs qui cherchent à lancer dans l'alimentation? Parce que tu m'as parlé des permis, c'était tough à tout avoir. Du côté plus des insectes ou en général dans l'alimentation? En général. Je dirais que être bien informé, premièrement, parce que c'est justement à cause des réglementations, tout, ça devient quand même compliqué. Mais on a quand même beaucoup de ressources au Québec, là, la MAPAC, etc. Ils ont un bon site, service téléphonique que tu peux toujours appeler. Puis en ce moment, je connais justement quelqu'un à Montréal là, qui est en train d'essayer de se commencer une entreprise de transformation. On va faire des céréales protéinées à base de grillons. Okay, un beau projet. C'est un beau projet, puis à 16 ans, je pense. Fait que Charlotte, c'est vraiment nice. Puis, fait qu'elle s'embarque dans le processus, puis là, il faut que tu fasses des formations. Fait que je dirais, les conseils, c'est d'aller chercher les formations nécessaires. Ça, c'est donné généralement par la MAPAC ou des sous-traitants de la MAPAC. Puis aussi de faire des tests à petite échelle. Fait que le plus possible, tu vas faire des tests dans ta cuisine, dans les affaires de même. Puis le plus possible que tu es capable de rester ça, de garder toute cette affaire-là dans ta cuisine, dans un cadre qui est quand même sécuritaire et hygiénique aussi, là, parce qu'il faut que tu t'assures que tes instruments, etc., ça soit propre. Fait qu'après avoir suivi tes formations, moi, j'irais, vas-y dans ta cuisine, vends ça à tes amis, vends ça à ta famille, vends ça à l'école, peu importe. Puis, rendu à un certain point, tu es obligé, quand tu commences à faire un certain nombre de profits, tu es obligé de changer dans une cuisine qui est certifiée. Mais jusqu'à là... Ça, il faut le permis aussi. C'est ça, il faut le permis. Ben, en fait, il faut que ton endroit de travail soit certifié. Mais tu peux avoir ton permis... Dans le fond, ton permis de vente au détail pour vendre tes produits directement au consommateur. Avec ça vient la formation en hygiénité et innocuité alimentaire, je me trompe pas. Tu l'as-tu fait, toi? Ouais. Ça, je l'ai passé, ça fait un bout. Puis ça fait en sorte que tu es capable de préparer tes aliments d'une façon qui est sécuritaire et hygiénique. Pour pas que tu puisses transmettre des bactéries dans ton produit. Puis là, ben, ça se retrouve dans ton packaging. Puis quand le monde va manger ça. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'assures que ton produit soit sécuritaire lui-même. Fait que là, tu vas faire des tests. Tu vas le tester en laboratoire.
pour t'assurer que ton produit, à l'état final, ne contient pas trop de bactéries. Par la suite, tu as besoin de la formation parce que si tu vas le manipuler toi-même, tu es obligé d'avoir la formation pour t'assurer qu'en le manipulant, tu ne vas pas l'altérer puis justement faire en sorte qu'il y ait des bactéries dedans. Puis là, après ça, si tu veux le vendre, ce produit-là, ben, tu vas avoir besoin du permis pour faire la vente au détail. OK. Mais si tu es encore dans ta cuisine, c'est pas mal juste ça que tu as besoin. Mettons. Tout dépend de ton secteur d'activité. Mais là, par contre, si tu fais de la production qui est beaucoup plus industrielle, là, tu vas avoir besoin d'une cuisine qui va être certifiée. Mais ça, certifié, c'est quelqu'un qui va venir la certifier? Ouais, exact. Okay, Ben, en tout cas, je me suis pas encore embarqué dans le processus, là, mais j'ose croire que ça va être ça. Une personne dans ma PAC, justement, une personne certifiée dans ma PAC qui va venir et qui va dire OK, ça c'est beau, on va faire des vérifications. Puis là, après ça, tu vas avoir ton permis que tu puisses faire tes aliments directement. Tu planifies-tu bientôt le faire venir? Le faire certifier? Ben là, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est que moi, je fais juste la production. Fait que la transformation, je la fais sous-traiter. Fait que pour tout ce processus-là, j'en ai pas de besoin. Fait que c'est nice. J'ai ma formation justement pour emballer les affaires toutes chez nous. Fait que je reçois le produit final qui est les grillons entiers séchés ou la poudre des grillons. Après ça, moi, je peux faire mon packaging, je peux le vendre sous différents formats. Puis les aliments, mettons, faire la transformation pour faire d'autres produits. Fait que la transformation, genre secondaire, si on pourrait dire. Comme des biscuits, par exemple. Comme des biscuits, des affaires de même. Ben là, en ce moment, je le fais encore à petite échelle chez nous. Fait que j'ai pas encore besoin de le faire dans une cuisine, puis de le faire certifié, puis tout. OK. Fait que... puis là, les produits en vente, mettons, sur le site web que je vais avoir plus tard, ben là, ça, peut-être que je vais falloir que je le fasse faire par... Soit j'aille dans une cuisine, soit je le fasse sous-traiter par quelqu'un d'autre. Mais quand on s'avait vu au marché de Noël, en fait, tu m'avais parlé du site web, là. Ouais. Tu étais en planification pour le faire? Ouais, j'étais en planification pour le faire. Là, ben, c'est sûr qu'avec le football, j'avais mis comme un peu tout sur pause. Pour pas trop m'embarquer de job parce que là, c'était difficile à gérer. Fait que là, un coup que c'est fini, ben là, c'est fini. Fait que là, j'étais en train de recommencer à relancer le processus. Fait que le site web, oui, va être en développement. Là, c'est encore à savoir si je vais y vendre la farine ou si je vais y faire des produits. Là, ça va être le choix à faire que je vais faire justement avec l'aide d'une firme de marketing. Là, on va faire une recherche pour voir qu'est-ce qui pourrait être le produit le plus intéressant. Okay. Fait que c'est la prochaine étape de faire la recherche puis voir qu'est-ce que le monde veut puis qu'est-ce que je peux développer le plus au Québec. Puis à partir de ce moment-là, ben, on va avoir un site puis on va vendre les produits là-dessus. Puis on va peut-être approcher des épiceries de la forme. Fait que ça va être nice. Ben, c'est hot. Merci d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. Je vous conseille d'aller voir Entover. Entover, ouais. Entover, exact. Ben, merci d'être venu. Ça fait plaisir.